C'est l'heure de votre bulletin d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'Afrique et la Chine vont solidifier leur coopération et leurs échanges jusqu'en 2027. C'est l'objectif de la 9e édition du Forum de coopération Sino-Afrique qui s'est ouverte le mercredi 4 septembre à Beijing. Une conférence de presse a été organisée afin de présenter les grandes lignes et les ambitions de cette messe économique. Suivez. Une nouvelle édition placée sous le signe du renforcement des liens. À l'occasion de l'ouverture de cette 9e édition, les représentants chinois ont dévoilé les grandes lignes de l'événement. Pour le pays de Mao Tse-tung, l'objectif principal est de solidifier la coopération et les échanges avec l'Afrique. Face à la montée en puissance de la politique de domination et de la mentalité de guerre froide, la Chine et l'Afrique entendent collaborer plus étroitement et faire preuve d'une grande solidarité afin d'approfondir leur coopération. Nous nous soutiendrons mutuellement plus fermement sur les questions concernant nos intérêts fondamentaux et nos préoccupations majeures. Et nous travaillerons main dans la main pour sauvegarder les intérêts légitimes des pays en développement. Au cours de cette conférence, l'envoyé spécial pour les affaires africaines a aussi détaillé les points forts de cette collaboration, sécurité, commerce et investissement pour les 3 années prochaines. Ce dernier ajoute: l'Afrique possède des riches ressources naturelles et d'énormes ressources humaines. Elle bénéficie d'une urbanisation accélérée. Pour sa part, la Chine renforce ses réformes et fait progresser la modernisation du modèle chinois. La Chine dispose davantage en termes de capitaux, de technologie et d'expérience. La coopération entre la Chine et l'Afrique profite aux deux parties. Signalons que la 9e édition du Forum de coopération sino-africaine va se poursuivre avec des échanges et des accords de coopération qui s'éteindront jusqu'en 2027. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a présenté les multiples opportunités d'affaires qu'offre la capitale congolaise. C'était lors d'une intervention à l'occasion du Forum économique RDC-Chine, organisé dans le cadre de la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Suivez. Ici, il est signalé que Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants, ce qui constitue notre force productrice, notre force motrice pour notre croissance. Alors, nous avons justement de besoins, comme on a dit tantôt, en termes de voirie, des opportunités à pouvoir explorer. Mais ici, je tiens à marteler, comme là je commence à avoir votre attention sur la question d'assainissement. L'assainissement, c'est quelque chose où nous disons que c'est très fondamental. Nous avons besoin de 2 grands groupes, mais également de PME pour nous accompagner. Nous voulons que Kinshasa soit le Pékin de demain, parce que la coopération stratégique que nous avons mise en place n'est pas voulue seulement, comme je disais tantôt ici, que ce soit à un sens, mais nous voulons que ce soit vraiment ces cercles vertueux de croissance, pouvoir mettre nos villes en état d'assainissement, comme veut justement le 6 engagements et les 3 initiatives du président de la République, qui veut que nous ayons des villes assainies. Or, nous pensons que la Chine a une expérience avérée en termes de production des halieutiques et aussi tout ce qui est volaille et bétail. Donc de ce point de vue aussi, nous avons de l'espace approprié pour que Kinshasa développe justement ces genres de projets pour vous permettre d'en tirer profit en termes d'investissement et que la population quinoise aussi trouve du baume au cœur. Et aussi, cette information, le processus du désengorgement du centre pénitentiaire de Kinshasa doit se poursuivre pour créer de l'espace dans cette prison. La première ministre l'a rappelé le mercredi 4 septembre à l'issue de sa visite après la tentative d'évasion. La chef du gouvernement a eu le temps de se rendre compte de l'ampleur des dégâts et surtout des violences sexuelles subies par certaines femmes. On en parle avec Patrick Issot. 48 heures après le drame qui s'est produit au centre pénitentiaire de Kinshasa, la première ministre est descendue sur place pour inspecter le site, accompagnée du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, du ministre des Droits humains, des vice-ministres à la Justice et à la Défense nationale et de la directrice adjointe de ce centre pénitentiaire. Judith Soumino a visité les pavillons 2, 3, 4 et 9 ainsi que le bâtiment administratif, la cuisine, le dépôt alimentaire incendié. Cherchant à cerner le nœud du problème, la première ministre
ministre a conféré avec plusieurs pensionnaires de cette prison. La plupart ont confirmé que tout est parti du pavillon 4. Les femmes victimes des violences sexuelles au pavillon 9 ont aussi échangé avec la première ministre. Pour Judith Souminois, il faut un ravitaillement en urgence des médicaments pour une meilleure prise en charge des victimes. J'ai visité quelques pavillons, notamment celui des femmes. J'ai discuté avec elles. Il est important, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, la prise en charge médicale, mais aussi assurer l'alimentation. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais tout le dépôt qui servait de réserve en alimentation a été brûlé. Et donc, raison pour laquelle hier, ça a été un peu difficile de reconstituer l'alimentation pour les prisonniers. Mais là, je viens de vérifier, ils ont déjà eu... la cuisine est en plein fonctionnement. La patronne de l'exécutif national a annoncé par ailleurs la poursuite du processus du désengorgement du centre pénitentiaire de Kinshasa comme prévu dans ce programme d'action. Il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible en respectant la procédure évidemment et les enquêtes vont continuer. Ainsi, les agents de la Société nationale d'électricité travaillent d'arrache-pied pour rétablir au plus vite le courant électrique dans cette prison. La chef du gouvernement a donné des instructions pour une autonomisation de la ligne électrique de cette maison carcérale afin de mieux sécuriser tous ceux qui y sont incarcérés. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux porte à la connaissance du public à la suite du communiqué numéro 31 de son cabinet du 2 septembre. La police scientifique a constaté que son bureau ainsi que son antichambre font l'objet d'un empoisonnement. Une poudre blanche a été répandue sur les tables, chaises, claviers des ordinateurs, ventilateurs, sous le tapis et documents. Il a été constaté notamment une liquide versée au réfrigérateur. Détail avec Nico Kassanda. Dans un communiqué publié le 2 septembre 2024, le ministère de la Justice a révélé la découverte d'un empoisonnement orchestré dans ses locaux. Après une enquête menée par la police scientifique et selon de premières constatations, plusieurs substances toxiques et nuisibles ont été détectées dans le bureau du ministre d'État ainsi que dans son antichambre. Parmi ces éléments figure notamment une poudre blanche suspecte retrouvée disséminée sur les tables, chaises, claviers d'ordinateur, ventilateurs, sous le tapis et même dans des documents officiels. Ces substances non encore identifiées pourraient être un poison en poudre hautement toxique au contact ou à l'inhalation. Un liquide suspect a été également découvert dans le réfrigérateur du cabinet, laissant craindre une contamination des aliments et boissons, rendant toute consommation potentiellement mortelle. Aussi, les toilettes du cabinet ont également été la cible d'une intoxication par gaz piquant dégagé par un produit chimique toxique susceptible de provoquer des irritations sévères ou des complications respiratoires pour toute personne exposée. Face à cette situation alarmante, plusieurs membres du cabinet qui ont été en contact avec ces substances ont été diagnostiqués positifs à l'empoisonnement. Ils sont actuellement pris en charge par les services de santé compétents, tandis qu'une enquête approfondie est en cours pour déterminer l'origine de cet acte criminel. Le ministère de la Justice prend cette affaire très au sérieux et appelle à la vigilance maximale. Les autorités promettent de faire toute la lumière sur cette affaire et de poursuivre les auteurs de ce crime odieux. En attendant, les locaux concernés restent fermés pour une décontamination complète. La situation reste sous étroite surveillance et d'autres informations seront communiquées au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Et pour chuter, de nouveaux combats entre les M23 et les combattants Wazalendo ont été signalés à Massissi et à Rutshuru en plein cessez-le-feu. Selon la société civile locale, les Wazalendo ont repoussé les rebelles du M23 qui voulaient déborder de leur position. C'était le mercredi 4 septembre 2024. On en parle avec Rachel Liwala.
Les Ouazalendo et les M23 se sont affrontés sur plusieurs collines surplombant la cité de Bouérimana dans les territoires des Massissi. Selon les présidents de la société civile de Bouérimana, les combattants ont réussi à repousser le rebelle après des échanges de tirs qui ont duré plusieurs dizaines de minutes. Échange de tirs par rapport à un mauvais mouvement que les M23 commençaient à faire vers les positions de nos éléments VDP. Et maintenant, nos VDP, ils ont répliqué et ils ont réussi à repousser l'ennemi. Mais pour le moment, c'est calme. Il n'y a pas vraiment un problème. Les VDP, ils ont contenu ces petits mouvements-là. Ils les ont vraiment repoussés jusqu'à une distance là vraiment considérable. C'était autour de 6h, 7h moins. Les gens n'ont pas fui, les enfants ils sont à l'école. En tout cas, comprenez que nous sommes résistants. Hein. Et on est en train de les apaiser, on est en train de passer les messages comme quoi il n'y a pas de soucis. Et la population est vraiment stable, il n'y a pas de soucis. Parce que ce sont eux qui ont effectué un mauvais mouvement vers les positions des VDP. Comprenez que les VDP n'allaient pas se taire. Et c'est comme ça qu'ils ont provoqué cet échange-là. Ici, de noter que ce combat reprenne sur les différentes lignes dans les territoires des Massissi et de Rutshuru, alors que le gouvernement congolais et rwandais se sont convenus, sous la médiation de l'Angola, depuis environ un mois, d'un cessez-le-feu. Et voilà tout pour ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi.